Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le Tour des Flandres 2025, deuxième monument de la saison, deuxième affrontement entre les monstres des classiques Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar sur les bergs flandriens, le Koppenberg, le Paterberg, le Vieux Quarmont, tous les monts en erg que vous voulez pour une course absolument énorme. C'est avec Paris-Roubaix la course que j'attends le plus de la saison concernant les classiques. On avait un plateau absolument phénoménal avec évidemment Pogačar et Van Der Poel, du Mats Pedersen, du Wout van Aert qui a axé toute sa saison sur ses courses, Filippo Ganna aussi qui vient un petit peu une semaine avant Paris-Roubaix. Il y avait un monde de dingue évidemment pour les cyclistes et évidemment beaucoup de passionnés le long des routes, et on a eu une course feu d'artifice qui a commencé malheureusement avec une énorme chute à plus de 100 km de l'arrivée, et dans le même temps, enfin c'était à peu près dans les mêmes eaux, on a eu un premier coup qui est parti. La chute a impliqué des coéquipiers de Tadej Pogačar, on pense notamment à Tim Wellens, et elle a surtout impliqué Mathieu Van Der Poel qui est tombé et qui a dû faire des efforts pour revenir. John Degenkolb, lui, abandonné. Et on a un coup qui est parti à ce moment-là avec Stefan Küng notamment, Filippo Ganna, Jasper Stuyven, non pas Jasper Stuyven, Hugo Hull, Tish Benoot. Donc des coéquipiers, des gros coureurs, des gros noms, et une course donc qui était amenée à se décanter. On attendait l'attaque de Pogačar parce qu'il était esselé. Il y avait une minute d'avance là pour le petit groupe que j'ai mentionné. Et Michael Bjerg et Nils Politt ont mis des relais absolument démentiels pour pouvoir maintenir un écart à peu près une minute. Et tout a commencé dans le Bergtenhout à 70 km de l'arrivée. Premier moment choisi par Tadej Pogačar pour placer une attaque. À partir de ce moment-là, Tadej Pogačar passera tous les monts en tête à mettre des attaques. Il va chercher à tordre toute la concurrence, à imposer un tempo absolument dingue, même pas forcément en changeant de rythme, juste en se mettant à un seuil absolument infâme et impossible à tenir pour les autres. Et ça a commencé dans le Bergtenhout. Ensuite, on avait le premier Kreuzberg, le deuxième Vieux Quarmont, qui a commencé évidemment en tête, l'enchaînement Vieux Quarmont-Paterberg, et on voit se dessiner une hiérarchie dans les premiers monts. On voit clairement Van Der Poel, Pogačar, les plus forts dans les monts, en tout cas, ça c'est clairement. Et derrière, le troisième larron semble être l'ami Mats Pedersen. Je dis l'ami parce que c'est un copain, Mats, on l'apprécie, le champion du monde 2019 qui a été tout simplement stratosphérique lors de cette course et qui a confirmé le niveau énorme qu'il avait développé sur Grand-Wevelgem. Mais voilà, on a cette première hiérarchie. Van Aert semble honnêtement un ton en dessous, à l'image aussi de Matteo Jorgensen. Jasper Stuyven, le coéquipier de Pedersen, semble lui très fort, mais un petit cran en dessous. Et Wout, en tout cas dans les gros pourcentages, n'est pas en capacité de pouvoir suivre les accélérations de Pogačar et compagnie. Et Pogačar, lui, il mettra tout le monde à chaque fois à l'amende. Alors, il y aura souvent des regroupements, parce que là, si on se replace typiquement à 37 km de l'arrivée, tic, ce qui nous emmène dans le Taillenberg. Il y a des regroupements, on retrouve tout le monde dans le Taillenberg, et c'est pourcentage énorme. Mais là encore, on voit Pogačar, Van Der Poel, Pedersen qui arrive à s'accrocher en lâchant quelques mètres, mais à un troisième cran, on a les trois Visma Lease the Bike, à savoir Jorgensen, Tish Benoot et Wout van Aert. Et les trois de devant, Pogačar, Van Der Poel, Pedersen, qui sont les plus costauds. Et c'est honnêtement à ce moment-là très compliqué d'établir une hiérarchie entre Pogačar, Van Der Poel et Pedersen. Et je me disais, évidemment Pogačar semble très fort, il entame tous les monts devant, mais
Van Der Poel semble honnêtement, on aime bien le terme, hein, mais il semble un peu caresser les pédales. Il avait l'air quand même hyper à l'aise. Et Pedersen était lui un petit peu plus en difficulté, donc on avait quand même les deux qui paraissaient plus forts. Mais dans les parties de transition, en fait, il y avait souvent des regroupements, en fait. Alors le Tyenberg est vite enchaîné avec la montée du Kreuzberg, cette fois-ci sur la partie pavée que Pogačar mène encore grand train devant Mathieu Van Der Poel. Mais derrière, on a cette section qui nous emmène jusqu'au vieux Quarmont, où on a un regroupement, on a Van Aert qui essaye de s'échapper, mais par contre, là on se rend compte à 18 km que le plus fort, c'est le champion du monde qui fait la même qu'en 2023. Il va lâcher Mathieu Van Der Poel et plus généralement tout le monde dans le vieux Quarmont. Il place une accélération, un seuil terrible que les autres n'arrivent pas à tenir, et on voit Van Der Poel qui tente de s'accrocher plus qu'en 2023. Il s'accroche, il se met dans le rouge. Il est à un vélo, et d'un coup, paf, l'élastique pète. D'un coup sec, il prend 2, 3, 4, 5 vélos. Il s'est mis dans le rouge complet, Van Der Poel, je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, c'est comme une sorte d'abdication que fait Van Der Poel, parce qu'il se remet à un autre rythme et se fait reprendre par Van Aert et les deux gars de la Lidl Trek, à savoir Jasper Stuyven et Mats Pedersen. Et Van Der Poel, à ce moment-là, montre clairement des signes de faiblesse, et ils sont donc 4 face à Pogačar, 18 km, la fin du vieux Quarmont, en haut du Paterberg. Pogačar continuera son rythme et passera avec 25 secondes d'avance. Ils sont 4 derrière, il reste 13 bornes, on se dit que peut-être ils peuvent boucher ces kilomètres, mais en fait le fait est que Pogačar les a essorés, il les a cuits, il n'y avait plus rien à tirer de ces gars-là, et Pogačar, le merveilleux, Pogačar le magnifique, Pogačar le meilleur coureur du 21e siècle et l'un des meilleurs coureurs de l'histoire, s'en va donc conquérir un 8e monument, un 2e Tour des Flandres. Le Slovène est absolument magistral, il a été monstrueux de puissance, il a été parfait, et au contraire de Milan-San Remo, je vais y revenir, il a évidemment profité des pourcentages des monts offerts par les monts pavés du Tour des Flandres pour aller chercher une victoire absolument splendide pour lui. C'était du grand Pogačar, un niveau énorme, et un Van Der Poel qui a tout fait pour essayer de tenir la route Pogačar dans le vieux Quarmont, mais il a pas pu, il a lâché avant le replat. Alors il aurait sans doute peut-être pas tenu, mais en plus on voyait qu'après ils étaient cuits, parce que ils finissent à combien de temps de Pogačar, nos amis Van Aert et autres, ils finissent à 1 minute, donc ils perdent 35 secondes à la fin sur Tadej. Pogačar qui s'impose donc devant Pedersen, Van Der Poel et Van Aert. Pedersen qui finit 2e, nouveau podium sur un monument pour lui, et Van Der Poel encore un podium sur le Tour des Flandres, mais voilà, il a même été battu par Pedersen aujourd'hui. Van Aert, très costaud, un ton en dessous dans la hiérarchie sur les monts, derrière Pogačar, Pedersen et Van Der Poel, mais fort, très fort, Wout Van Aert. Et puis surtout, il a couru avec son cœur, parce que il a essayé de se lancer dans le dernier vieux Quarmont, il a jamais lâché un relais. Il a été grand, mais il n'y avait rien à faire face aux Slovènes. C'est le meilleur coureur du monde. Et c'est un coureur invaincu sur les courses, avec des difficultés à pourcentage élevé. C'est juste une machine de guerre. Il a essoré tout le monde. Aujourd'hui, 2023, il y avait un petit peu, pas de brouillon, mais voilà, il y avait des tentatives et tout. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a passé tout le monde dans une lessiveuse. C'est-à-dire qu'à partir à partir du Bergtenhout, il s'est mis devant. Et dès qu'il y avait un mont, c'était son rythme, et il fallait juste essayer de s'accrocher dans sa roue. Il y a un moment, Van Der Poel qui a mis une attaque, je sais plus si c'est dans un Paterberg ou autre, je confonds les monts, mais il y a Van Der Poel qui passe devant, mais sinon c'était Pogačar devant, et les autres c'était juste sauf qui peut. Et c'était Van Der Poel le 2 et Pedersen en 3. Et derrière, pour moi, il y avait un petit gap. Il y avait ces trois-là, et après, on a bien vu, passage Tyenberg jusqu'au Kreuzberg, ces trois-là étaient plus forts. Mais ce qu'a fait Pogačar, c'est prodigieux. C'est prodigieux, et on va évidemment parler de son palmarès. 8e monument pour lui, 2e Tour des Flandres,
4, évidemment, Tour de Lombardie. Il dépasse, je crois que c'est Rick Van Looy, au nombre de monuments où il le rejoint. C'est une performance énorme de la part de Pogačar. Et surtout, là où je suis fasciné, c'est qu'en fait, sur les courses d'un jour où il y a, j'ai envie de dire, des difficultés à pourcentage élevé, donc je dis haute que Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Donc je prends Lombardie, qui est presque une course, enfin qui est plus qu'une course de côte, et puis après Liège et Tour des Flandres. En fait, il est invaincu depuis 2022, quoi. Il gagne le Tour des Flandres en 2023, il gagne le Lombardie en 2023, en 2024, il gagne Liège, il s'aligne pas au Tour des Flandres et il gagne le Lombardie, et là cette année il gagne le Tour des Flandres. Donc en fait, le gars, quand il y a des pourcentages élevés, c'est juste impossible de tenir sa roue. Ça a été dingo, et aujourd'hui, il avait moins d'équipiers, les stratégies étaient bonnes de la part des autres. Van Der Poel, on peut pas dire qu'il a pas de mauvaises jambes. Quand on voit ce qu'il fait à Milan-San Remo et quand on voit comment il essaye de tenir jusqu'au bout du vieux Quarmont, Pogačar, mais il peut pas, il est asphyxié. Van Der Poel, il a été asphyxié, mis dans le rouge complet. On l'a vu, il était essoré, il a pas pu faire un sprint parce que Pedersen, il a fait un sprint de porc, il a lancé à 300 mètres, tel une brute. C'était monstrueux ce qu'a fait Pedersen, mais face à Pogačar, il y a quoi à faire? Il n'y a rien à faire, le gars est au-dessus. C'est un monstre, c'est une machine de guerre. C'est vraiment, c'est du brutal. Pogačar, c'est du brutal, et il n'y a rien à faire face à ce gars, c'est absolument démentiel. Donc, juste bravo à Pogačar, il n'y a rien à dire, on peut que s'incliner et se rendre compte qu'on est en train de... Enfin, on le savait déjà, mais qu'on voit sous nos yeux un des plus grands coureurs de l'histoire, un des meilleurs sportifs de l'histoire, qui se construit un palmarès juste de dingue. Il est dans sa propre catégorie. Depuis l'année dernière, il a passé une vitesse supérieure depuis 2024. C'est prodigieux. C'est prodigieux ce qu'on voit sous nos yeux. Il est lancé, encore un monument pour lui cette année. Depuis 2021, il gagne un monument par an au minimum. C'est costaud, hein. C'est costaud l'ami Pogačar. Sur ses 5 derniers monuments, il fait 5 podiums. C'est indécent sur des courses quand même à aléa ou autre. Le gars, il passe au travers de tout. C'est un monstre. C'est juste un monstre. Et qu'est-ce qu'on a hâte de le voir sur Paris-Roubaix, parce que les gars qu'on a vus là très forts aux Flandres, Pedersen, il sera fort à Roubaix. Van Der Poel, il sera fort à Roubaix. Et je pense même que c'est un parcours Roubaix qui correspond mieux à ces gars-là qu'à Pogačar. Si Pogačar commence à lâcher ces gars-là sur du plat, sur des pavés, on va avoir un gros problème. Je parle pas de dopage ou autre, mais c'est juste qu'en fait, le gars est juste intouchable, quel que soit le parcours. En fait, le gars est inlâchable. C'est ça, en fait, le truc. Le gars, on peut pas lâcher Tadej Pogačar. En plus, ça va être sa première participation à Roubaix, mais il paraît tellement fort, il a une telle confiance en lui. Là, on l'a vu sur les pavés aujourd'hui, paf, il se mettait plein centre du pavé, il en avait rien à foutre, il déployait les watts et il fallait juste s'accrocher, quoi. Enfin, c'est une machine, c'est juste une machine. Van Der Poel, je l'ai dit, il avait pas grand chose à faire, c'était le deuxième plus fort, mais il s'est fait péter le caisson complètement dans le vieux Quarmont. Et par contre, grand respect à Mats Pedersen, qui alors lui a couru aussi à l'image de Van Aert avec ses tripes. Il était juste plus fort que Van Aert aujourd'hui, mais il a couru comme il pouvait. Il s'est accroché dans tous les monts comme il pouvait. Il s'est fait la peau. Il est allé chercher une deuxième place absolument exceptionnelle en lançant un sprint de malade mental. La stratégie en plus avec Jasper Stuyven, elle était excellente. Donc voilà, troisième podium pour lui sur le Tour des Flandres, deuxième place. Il mériterait tellement d'aller chercher un monument. C'est un coureur incroyable, Mats Pedersen. Moi, j'ai énormément de sympathie pour lui. Puis quand tu le vois sur un vélo, le mec se donne et tout. Paris-Roubaix, pour moi, c'est un parcours qui lui correspond encore mieux. Il a fait 4e en 2023, 3e en 2024. Là, cette année, je pense qu'il est encore plus fort. Il faut se rendre compte que sur la campagne des Flandres, il fait quand même 2e de l'E3. Il gagne Grand Wevelgem. Et il fait 2e du Tour, du Ronde van Vlaanderen. Le gars tient une forme quand même très très costaud, et j'espère vraiment qu'il pourra déployer toute sa puissance sur Paris-Roubaix, qui va être un chantier absolument terrible. À voir comment est-ce que Pogačar va aborder cette course. Mais c'est, je pense, aux autres de mener la course, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'au-delà d'une course de pavé,
Pogačar, il est en train de rendre le Tour des Flandres un peu comme une course de côte, comme Liège. Il voit les monts comme des montées. Alors les monts sont plus courts qu'à Liège, mais il est là et paf, il a un train et il fait sauter tout le monde. Juste par rapport à Liège, il y a des monts plus tôt, donc il fait sauter plus tôt parce qu'il en a rien à foutre. Mais c'est colossal ce qu'il produit sur un vélo. C'est fantastique. Voilà pour le petit débrief de ce Tour des Flandres 2025. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Il y a évidemment le Grand Prix du Japon à débriefer. Il faut que je fasse aussi le débrief de la saison de ski alpin. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.